Chapitre 3 aux Tuileries est à la Malmaison. Après la Révolution du 18 avril, le consul fut s'établir au palais de Luxembourg. Et si vous entièrement aux affaires, les premiers soins de ma mère furent d'obtenir de lui la rentrée d'un grand nombre d'émigrés. Aussi, chaque matin, son salon était-il rempli d'anciennes familles de France. Elles révenaient bientôt un père, un mari, un frère, empressés de témoigner leur reconnaissance à ceux qui leur rendaient le patrie. Ma mère qui avait fait venir près d'elle, me présentait sans cesse des parents dont je n'avais jamais entendu parler. Le nombre en devint si considérable qu'il me fut facile de m'apercevoir que nous devions à notre nouvelle position cet croisement des familles. Je fus menée par ma mère en bas chez le frère de M. de Talleyrand, M. de Périgueux, rayé tout récemment de la liste des émigrés. Ce bal n'était composé que de ses compagnons d'infortune et d'une partie de la noblesse et qui avait survécu au malheur de la Révolution. J'y vis peu la première fois M. de Montescontour, de Nicolet, de Noailles, de Choisy-le-Praslin, qui devinront successivement mes prétendants. J'avoue que leur ton, leur manière me plaisaient et j'étais difficile sur ces points, mais avant tout, je voulais connaître les caractères et avoir la certitude de qu'on m'épouserait peu moins. Trop jeune d'ailleurs pour me marier, je ne songeais qu'à retourner à Saint-Germain. La vie de suffrage de Luxembourg m'ennuyait beaucoup et m'était tout à fait insupportable quand ma mère me parla sérieusement de M. de Man. Il avait une fortune immense dont il était déjà maître et disait tant beaucoup de mots pour moi. Je croyais facilement à tous ses avantages. Je ne concevais pas son amour. Il ne peut me connaître, est-il dit m'aimer? C'est donc un homme léger, ou plutôt c'est la fille du premier consul qui recherche, par ambition, par vanité sans doute. Cette idée me fit l'éviter avec le plus grand soin. Il ne peut jamais parvenir à m'adresser un mot et après bien des prières, ma mère me permit de retourner à Saint-Germain. Ma mère avait quelquefois entretenu le consul de ses projets de mariage. Il s'était peu prononcé. Il trouvait convenable à cette époque d'unir ses frères et ses sœurs aux premières familles de France pour les attacher au gouvernement aux nos généraux dont les talents et la réputation élevaient aussi haut la gloire française. Il répondait à ma mère que ma grande jeunesse me permettait de tendre et qu'une belle alliance ne me manquerait pas. Ces deux sœurs aînée lui avions déjà causé du chagrin à cet égard. L'une, Elisa, avait préféré au général Berthier, un jeune homme d'une bonne famille de la Corse, se nomme Paciocchi, honnêtement bon, mais qui ne renonçait pas à tout ce que désirait la consule. La seconde, Pauline, avait choisi le général Leclerc et Caroline, la troisième, s'est déclarée ouvertement pour le général Murat. Aucun de ces mariages n'avait plu au consul. Aussi refusa-t-il longtemps son consentement. Dernier, on eut de la peine à lui faire signer le contrat, et il ne voulut pas assister à la célébration. Le mot qu'il en conserva lui fit dire un jour à Madame Campan: « J'espère que moi, celle-là, en me montrant, cela sera mariée. » Il avait un instant formé le projet d'unir sa sœur au général de Rocca, qui estimait beaucoup ni l'un ni l'autre ne sont succéderont. Les noces de Caroline se firent à Mortefontaine. J'y assistai. La joie dont j'étais témoin me fit faire de sérieuses réflexions. Je vais devant moi deux personnes parfaitement heureuses, puisque le mot dans le mariage est le seul bonheur qu'une femme puisse envier. Mais est-il complet quand les parents désapprouvant notre choix? Pourrait-il
existé pour moi. Si ma mère ne les protégeait pas, de notre côté, se laisser conduire en aveugle, se soumettre pas puissance et se donner sans aimer, faisait naître en moi l'idée d'un sacrifice trop pénible peut consentir jamais. J'espérais donc suivre à la fois les penchants de mon cœur et la volonté de ma famille et s'il était possible à mettre ici tous les vœux d'accord, alors je me promis d'étudier son avoir l'air, tous ces hommes qui cherchaient tant à me plaire et qui réussissaient si peu, résolution plutôt, présomption singulière, dans une jeune personne de 16 ans, de saisir presque au passage des caractères qui échappent en suivant la pénétration d'une longue expérience. Mais je m'imaginais qu'un mot, que l'expression dévoilait tout, un sentiment, peu jugé, peu précis, et je tentais ce mot. Je voulais surprendre cette impression. Mes observations étaient en vain. Rien de ce que j'entendais de moi n'arrivait jusqu'à mon cœur, sans doute. J'étais hors du vrai. Je prétendais sublime et cette disposition qui me rendait difficile assurait par le même mon repos. Paris semblait renaître. À la terreur avions suscité les bals, les fêtes et la plus grande gaieté. Les tons de la bonne compagnie n'y étaient pas encore revenus. Les fortunes de la France avaient passé entre les mains des fournisseurs. Ils faisaient les honneurs de la capitale et prodiguions dans une seule fête un argent trop facilement acquis. Les étrangers resteraient par le nouvel ordre des choses et curieux de voir la France après tant d'orages politiques, accueillant une foule. Ils n'étaient reçus familièrement que dans les salons de ces nouveaux riches. Ils se permettaient de ne juger que les mœurs françaises et retenaient chez eux remplir le libelle de leur jugement. Cependant, la France prospérer, le gouvernement s'organisait, les travaux étaient immenses, les luxes indispensables dans un grand état réparissaient. Les premiers consuls peuvent faire revivre les manufactures, dit Lyon. Et nous affranchir d'un tribut pays à l'Angleterre, nous défendre et déporter de la mousseline et jeter au feu tout ce qui lui paraissait des fabriques en Grèce. Quand ma mère et moi entrions fort séparés, sa première question était toujours « Et c'était la mousseline que vous portez là ?» On répondait souvent que c'était du lion des Saint-Quentin, mais un sérieux nous trahissait et à l'instant ses doigts partageaient en de la robe étrangère. Ce désastre des toilettes se répéta plusieurs fois et il fallut en venir au satin et au vélo. Le mot des chevaux, c'est que le consul avait commencé et ce qui n'eut pas obtenu sans alcool et châles de cachemire malgré les fréquentes menaces de les brûler, survécurent à la prescription. Le consul était si mal logé au Luxembourg qu'il vint s'établir aux Tuileries. Peut-être aussi voulait-il habiter le palais des anciens souverains de la France. Je me rappelle la tristesse dont ma mère fut frappée les premiers jours de notre installation. Elle voyait partout cette pauvre reine Marie-Antoinette. Je le voyais aussi dont Madame Campan m'avait entretenu de sang et fortune. Une réflexion de ma mère m'attrista. Je ne serai pas heureuse ici, me dit-elle. J'éprouve de noirs pressentiments. En y entrant, je cherchais à le distraire, mais sans y réussir. Demande surtout les bienfaits qu'elle répandait autour d'elle. Ils parviendront mieux que moi. Quelque aversion que je fait paraître pour le mariage de peu convenance, c'était pourtant toujours qui pourrait me marier. Les vieilles dames du faubourg Saint-Germain s'occupaient avec une ardeur infatigable. Madame de Montesson, qui avait pris en grande tendresse, voulait un jour me faire épouser le duc d'Arenberg.
Une autre fois, c'était un chef de chouin qui voulait faire sa paix avec le gouvernement et maman devait honnête le gage. Plusieurs jeunes hommes dépossédés de leur propriété par l'effet des ventes nationales attachées à cette alliance et le succès de leur réclamation. Quelques généraux aussi se mirent sur le rang. MacDonald fait faire des propositions. La première consul répondit qu'il voulait me marier à un jeune homme que j'ai pu semer et non à une personne qui serait presque mon père. Cette réponse me rendit la calme et la sécurité en me prouvant qu'il pensait un peu mon bonheur. Elle face à l'impression pénible qu'avait produite sur ma conversation que j'avais eue avec mon frère. Je lui communiqué peu de jours avant mes idées sur l'heureux avenir. Ne t'abuse pas, ma chère Hortense, me disait-il. Plus nous nous élevons, plus nous cessons de nous appartenir. Je te vois obligé de faire le mariage qui conviendra au consul, sa politique peut-être. Cesse donc de créer d'avance une félicité chimérique.